bonsoir à tous et à toutes et merci d'être là. On ne savait pas dans quelle mesure on allait pouvoir échanger, donc c'est chouette d'être réunis ensemble. Du coup, ce soir, suite à plusieurs rencontres qui se sont passées le mois précédent, avec un groupe d'habitants du secteur et donc de citoyens, on a eu envie de se réunir et de soutenir ta candidature, Cyril, et puis celle de Marlène, qu'on a rencontrée à 2 occasions. Et du coup, ce soir, on a aussi réfléchi, on est parti un peu de notre constat de vie sur ce territoire depuis une quinzaine d'années, avec du coup, pour la plupart, enfin pour nous tous, une vie associative impliquée depuis toutes ces années ici, et avec le constat qui est pour nous à la fois joyeux et en même temps qui a ses limites, qui nous questionnent et avec lesquelles on est aussi en désaccord, sur le fait que très localement, que ce soit au niveau de la vie culturelle, de la réflexion autour de l'alimentation, autour de la question des écoles, autour de la question des transports, autour de tout un tas de questions qui font nos quotidiens, on s'est retrouvé à créer des entités associatives qui à la fois on crée une richesse sur ce territoire et dont on a observé que ça a fait un appel de population et beaucoup d'installations toutes ces dernières années, et en même temps au niveau institutionnel, comme on a observé aussi un abandon progressif d'un certain nombre de services publics, type les écoles, les bureaux de poste, le nombre de médecins sur le territoire, etc. On est aussi dans cette réflexion du fait qu'on aspire à ce qu'au niveau institutionnel et que donc au niveau d'un projet gouvernemental politique, on puisse aller plus loin que nos souverainetés ultra-locales. Voilà, ça c'est un peu ce qui fait qu'on s'est réunis. Du coup, l'idée, je vous présente un peu ce qu'on va faire la première demi-heure. Léna, toi, tu vas nous faire un débrief d'une assemblée citoyenne qui a eu lieu en février. Ensuite, Blandine, toi, tu vas nous partager ton parcours de fonctionnaire qui a quitté l'éducation nationale et t'expliquera pourquoi. Jacques, tu vas nous parler, tu vas faire un bilan autour de la sécurité alimentaire et de l'autonomie alimentaire. Marilyn, toi tu es conseillère régionale Europe Écologie Les Verts et tu vas un peu clore ce moment. Et puis ensuite, Cyril, on t'écoutera pour la présentation plus globale du programme. Voilà. Et j'ai pas dit au démarrage que ce qui évidemment fait qu'on s'est réunis, c'est aussi notre espoir de gagner un maximum de sièges à l'Assemblée nationale et pourquoi pas de rêver Mélenchon Premier ministre. Voilà, on n'a pas peur. Voilà. Je crois que j'ai rien oublié. Ah oui. Et nous présenter, moi je m'appelle Malou, j'habite à Abja. On me dira au fur et à mesure. Ouais, voilà. Et si, il y avait une dernière chose importante dont on avait aussi envie de témoigner, c'est que il y a 2 jours, la NUPS a créé un parlement populaire pour le fonctionnement interne et pour faire remonter un maximum de paroles civiles avec des représentants associatifs, des représentants syndicaux. Et nous, on s'est aussi trouvé de façon très concrète dans les 2 réunions avec Marlène, plongé vraiment dans une autre manière de faire la politique, de la vivre, parce que dans ces 2 réunions-là, à chaque fois qu'on a eu l'occasion de poser des questions, on s'est toujours retrouvé dans quelque chose de très horizontal, dans le fait que les questions nous étaient renvoyées et qu'il y avait quelque chose qui était tout de suite mis en place de l'ordre de l'horizontalité dans la réflexion collective. Et ça a été quelque chose de riche dès le départ. Voilà. Bonsoir. Alors, moi, si j'interviens ce soir, c'est parce que j'ai aidé à la préparation et à l'animation d'une assemblée citoyenne qui a eu lieu à Piégut en février. D'ailleurs, peut-être que certains d'entre vous étaient présents. Et donc, cette assemblée citoyenne faisait suite à une enquête qui intitulée Vitalité sociale et qui était portée par le CDD. Donc, CDD, c'est le Conseil départemental de développement durable, du Périgord nontronais.
Et du coup, l'objectif de cette assemblée, c'était en fait de faire remonter les besoins de la population pour que élus, associations et citoyens œuvrent ensemble à les satisfaire. Et donc du coup, là, je peux vous lire un petit peu ce qui est remonté dans le cadre de cette assemblée. Et je pense pas que vous serez surpris. Donc, sur le territoire, il y a des difficultés d'accès au numérique, un grand manque de transport collectif, un manque de lien entre les jeunes et les plus âgés, un manque d'espace d'animation pour les jeunes, un manque d'informations sur les événements et les manifestations, un manque de lien entre les élus, les citoyens et aussi les élus et les associations, un manque de mélange intergénérationnel, bon ça je l'ai déjà dit, un manque de dynamisme culturel, un manque de commerce de proximité, un grand manque de médecins et de personnel paramédical, et un manque aussi de tout ce qui va toucher les zones de compost, recyclerie. Donc voilà. Et en fait, suite à cette assemblée citoyenne, il y a un groupe qui s'est réuni. Et l'objectif, c'est qu'il crée une association à la fin de l'année, en fait, avec tout ce qui a été relevé de cette assemblée, pour essayer de voir comment on peut s'organiser sur le territoire pour pallier à ces faiblesses en fait qui sont ceux de nos services publics. Mais en fait voilà, c'est ça la réalité aujourd'hui, c'est qu'on doit nous-mêmes les citoyens créer des associations pour régler ces problèmes-là. Et du coup voilà, on va voir aussi ce soir comment le programme de la NUPS pourra soutenir en fait ces initiatives, mais aussi comment pallier à ces manques dans nos services publics. Alors bonsoir à tous et à toutes. Voilà, je me présente rapidement. Je m'appelle Blandine Ardillon. J'habite Champigny-Reyac. J'ai 35 ans. Voilà, et je suis enseignante. Je travaille donc à l'école associative des Girafons, qui se situe à Champ-Romain et qui existe depuis 4 ans sur le territoire. Voilà, alors pour décrire rapidement mon parcours professionnel, moi j'ai travaillé pendant 10 ans à peu près dans l'éducation nationale. D'abord j'ai été surveillante, ensuite j'ai fait des suppléances et puis après j'ai passé le concours de professeur des écoles. Voilà, que j'ai eu en 2016 et j'ai enseigné d'abord 4 années en région parisienne. Et donc ensuite, avec ma famille, on a décidé de venir s'installer dans le Périgord vert. Et je n'ai pas eu tout de suite de mutation. Et donc, je me suis retrouvée ici en disponibilité. Et donc, j'ai commencé à travailler à ce moment-là à l'école des Girafons. Voilà. Ensuite, j'ai été mutée et j'ai refait une année dans le service public à Saint-Martial-de-Valette. Et suite à cette année-là, j'ai pris la décision de retourner à l'école des Girafons à plein temps. Voilà. Alors pourquoi est-ce que j'ai choisi de retourner finalement travailler dans cette école associative à plein temps? Bah tout simplement parce que je me retrouve pas plus dans l'école actuelle, comment ça se passe dans nos écoles. Et voilà, et pour un certain nombre de points que je vais brièvement vous développer. D'abord, on constate tous, je pense que les petites écoles sur nos territoires ferment parce qu'on considère qu'il n'y a pas assez d'enfants dans les classes. Donc beaucoup de petites communes rurales voient leurs écoles disparaître. Et donc, on regroupe les enfants dans des RPI, des regroupements pédagogiques intercommunaux. Et c'est quelque chose qui m'attriste. Et on se disait avec Malou tout à l'heure, pourquoi pas voir les choses sous un autre angle et se dire que peut-être que c'est pas un nombre suffisant d'enfants pour que ça soit rentable, mais peut-être un nombre suffisant d'enfants pour les accompagner au mieux dans leur scolarité. Et donc effectivement, je pense que c'est malheureusement c'est quelque chose qui fait aussi que les petites communes sont en perte de dynamisme, que ça n'attire pas les jeunes adultes à venir s'installer avec leurs enfants dans ces petites communes. Ensuite, on cherche à fermer toutes ces petites écoles parce qu'on considère qu'un enseignant doit enseigner devant 25 à 30 enfants.
Voilà, donc moi, si je partage comment je me suis sentie dans mes classes entre 25 et 30 enfants, eh ben, je peux dire que je me suis trouvée largement limitée dans l'accompagnement des enfants. Voilà, que je n'avais pas le temps de prendre en compte leurs besoins spécifiques, de leur accorder un temps d'écoute nécessaire au quotidien, de prendre du temps pour organiser des médiations entre les enfants, pour leur apprendre à gérer leurs conflits, par exemple. De travailler en 1 pour 1 aussi, un adulte avec un enfant dans la classe, souvent impossible parce qu'on n'a pas le temps pour ça. Et voilà, et aussi plein d'autres choses, mais voilà. Et globalement, je peux dire que moi, je me suis souvent sentie fatiguée et stressée dans mon travail dans l'éducation nationale. Ensuite, moi, je déplore aussi que, enfin voilà, je me suis sentie quand même à nombreuses reprises plutôt quand même limitée dans ma liberté pédagogique. Elle existe, ça c'est vrai, mais je trouve que la mise en place de méthodes plus innovantes, actives, n'est pas encouragée et peut même être regardée avec méfiance. Et donc, ce qui, je pense, limite les prises d'initiative, voilà, des enseignants. Voilà. Je suis aussi assez attristée de voir que l'école continue à reproduire des inégalités sociales, où les enfants n'ont pas confiance en eux, en tout cas pour une partie, ça c'est sûr. Des enfants qui se démotivent, qui trouvent plus de sens dans leur scolarité. Et pourtant, voilà, nous, voilà, à l'école des Girafons, on développe, on essaye de mettre en place, voilà, de nouvelles façons de faire, on tente voilà, on ose de mettre en place de nouvelles pédagogies actives. Et c'est vrai que quand on commence à s'intéresser à ça, c'est très riche. Et on s'aperçoit qu'il y a plein d'outils qui peuvent vraiment aider à changer comment ça se passe dans nos écoles. Et j'aimerais que ça soit proposé dans les formations aux enseignants. Voilà, parce que moi, dans mes formations, on m'a pas invité à ce genre de réflexion. Voilà. Et voilà, encore 2 ou 3 petits points. Je regrette aussi que les parents, voilà, depuis la crise Covid et même avant, restent à côté de l'école. Voilà, que leur rôle est limité dans les prises de décision dans les écoles, que on ne les laisse pas non plus tellement. Après, certainement que ça dépend des écoles, mais en tout cas, moi, de par mon expérience, amener leurs compétences dans l'école, voilà. Qui peut être tellement riche et complémentaire de ce que l'enseignante peut apporter. Et clairement, bon voilà, qui encourage un climat souvent de défiance et des incompréhensions entre les différents membres de la communauté éducative. Je trouve aussi tellement dommage que les enseignants, voilà, dans les équipes où je suis passée, les enseignants restent 1 an et puis ils s'en vont, ils sont déplacés, surtout en début de carrière, et donc un énorme turnover dans les équipes qui ne permet pas de construire un travail d'équipe intéressant, approfondi, et de permettre aux équipes de faire des choix plus audacieux et à long terme dans les écoles. Voilà. Bon, je voulais aussi ajouter que bon, j'ai remarqué aussi les grandes inégalités de financement, hein, quand on passe d'une commune à une autre. Voilà, le financement accordé aux écoles qui continue à encourager de la ségrégation scolaire. Voilà, donc face à tout ce constat, voilà, face à tout ça et peut-être encore d'autres points auxquels je n'ai pas pensé, voilà, des parents prennent l'initiative et militent pour créer des écoles associatives pour compenser les manques du système public. Voilà, des gens en viennent à se dire bon ben on va créer notre école, une école qui nous ressemble, parce que là c'est plus possible pour nous. Voilà, sur le territoire, il y a l'école des Girafons, il y a l'école à Saint-Pierre-de-Frugy, la Tour Rose, et il y a 2 écoles en création, une à Champigny-Reillac, la Lisière, et une autre vers Brantôme, dont j'ai oublié le nom. Ça montre l'engouement
quand même des personnes sur le territoire pour ce genre d'école. Pour finir, je voulais juste te dire que moi je rejette pas du tout l'école publique, que j'y suis attachée, que je crois voilà dans les valeurs qu'elle porte, l'égalité face au savoir, la laïcité, la gratuité. Mais moi je suis plus en phase avec ce qui s'y passe. Et voilà. Et donc forcément, mon rêve, c'est de voir le modèle, voilà ce qui se passe à l'école des Girafons partout, des enfants heureux de venir à l'école, une école publique, voilà, qui prend en compte davantage les besoins et les rythmes des enfants, qui leur permet de s'émanciper, de devenir des adultes et des citoyens responsables, libres, capables d'exercer leur esprit critique, d'être heureux à l'école et y vivre des expériences à l'intérieur et à l'extérieur des murs, dans la nature. Voilà, je rêve aussi d'une école plus ouverte aux parents et aux différents acteurs du territoire qui peuvent, à mon sens, apporter plein de richesses. Même si c'est pareil, hein, bien sûr qu'il y a des interventions dans les écoles, etc. Mais je pense qu'on pourrait aller tellement plus loin. Et puis voilà, j'aspire à un service public qui accepte, le concept de la classe unique, parce que voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui est en train de disparaître. Et c'est pourtant tellement riche, apporter plein de possibilités, et qui favorise la réouverture et le maintien des petites écoles dans nos villages. Voilà, merci. Bonjour à tous, Jacques Blot, je suis biogéographe spécialisé sur le fonctionnement des systèmes ruraux. Voilà, je viens vous parler donc aborder brièvement le sujet de la sécurité et de l'autonomie alimentaire territoriale, aussi bien à l'échelle nationale qu'à l'échelle locale. Donc, je commencerai par une série de constats. Il y a actuellement une importation massive de nos produits alimentaires en provenance de l'étranger. Pour vous donner une idée, actuellement, nous importons chaque jour 1600 tonnes de légumes et fruits en provenance d'Espagne et du Maroc. Je ne compte pas ce qui vient d'Italie, ce qui vient de Hollande, etc., etc. Nous sommes donc très loin de notre autonomie alimentaire. En ce qui concerne les réserves alimentaires, au niveau national, nous n'avons que quelques semaines d'autonomie. Voilà. Nos producteurs, aujourd'hui, quels qu'ils soient, pour la plupart, sont soumis à des contrats. Donc, en cas de problème de rupture alimentaire, ce seront ces contrats qui seront servis avant la population. Et puis, un autre problème d'importance, c'est celui de l'utilisation de semences non reproductibles et pour la plupart obtenues à l'étranger également. Hein. Et enfin, bon, des risques climatiques que tout le monde connaît aujourd'hui. Une ressource en eau qui est déficitaire et un contexte géopolitique qui est de plus en plus défavorable à une situation d'alimentation, on va dire, équilibrée et suffisante. Voilà. Alors, parmi les risques immédiats, on associe souvent à ce risque de rupture alimentaire la situation de l'Ukraine. Alors, c'est vrai que c'est un problème majeur, mais qui ne l'est pas aujourd'hui. Pour ce qui concerne l'alimentation, bien sûr. Hein. La montée, la flambée des prix, que ce soit de l'huile, que ce soit du blé, hein, et donc des farines, sont liées avant tout à une spéculation qui prend donc la situation de l'Ukraine pour prétexte. Voilà. Et il y a également un autre aspect qui est assez préoccupant, c'est l'état des sols de nos fermes, de nos systèmes agricoles. On estime aujourd'hui qu'à peu près 25% des terres agricoles sont en situation de danger, de stérilité. Voilà. Donc ça, c'est un premier bilan, hein, mais face à ce bilan, il y a quand même des solutions. Les solutions dépendent bien sûr d'une volonté politique. Et si l'on regarde un peu, si l'on fait un peu le bilan de ce côté-là, on note un communiqué de l'Assemblée nationale qui alerte sur cette problématique-là.
Un rapport du Sénat également qui date, je crois, de 2019, qui évoque également ce problème, et l'association SOS Mer qui a publié un rapport également sur le sujet. Sur un plan légal, eh bien, c'est le néant. On n'a absolument aucune structure qui nous permette aujourd'hui d'assurer l'autonomie alimentaire, l'alimentation de la population en cas de rupture alimentaire. Il existe des plans alimentaires territoriaux. Bon, le ministère de l'Agriculture les favorise, mais elle n'intègre pas cette notion de sécurité alimentaire. Il n'y a pas non plus de prise en compte réelle de la problématique, pas de plan d'intervention en cas de rupture alimentaire. Alors, il existe le plan Orsec, c'est souvent ce que l'on me dit, mais ce plan Orsec, il est fait pour intervenir sur une situation localisée, très localisée, et sur une durée très courte. Un problème de rupture alimentaire, c'est sur plusieurs mois qu'il faut agir. Donc, c'est une structure qui n'est absolument pas adaptée à cette situation. Et enfin, cette notion de sécurité alimentaire n'est pas prise en compte dans les plans territoriaux de risque naturel. Voilà. Sur ce sujet-là, il n'y a qu'en France 4 communes qui ont intégré le risque de rupture alimentaire dans ces PTR. Voilà, donc les solutions, c'est avant tout mettre en place une législation qui soit adaptée à cette notion de sécurité alimentaire, développer une autosuffisance territoriale sur la base, bien sûr, de semences viables, de façon à avoir cette autonomie locale, favoriser l'installation de jeunes producteurs sur les secteurs qui sont déficitaires, et en particulier le maraîchage, ça c'est un réel problème, et puis créer une synergie entre ces systèmes de production et la situation environnementale, en lien en particulier avec le problème climatique. Voilà, et à l'échelle locale, tout cela passe bien sûr par un diagnostic territorial préalable qui peut être fait de façon avec des moyens participatifs qui ne demandent pas des moyens financiers majeurs. Donc ce diagnostic, il doit prendre en compte les habitudes alimentaires, l'accessibilité des productions, la distribution et les potentialités de diversification. Voilà, donc je vous remercie. Bonsoir à tous. Donc moi je suis Marilyn Forgeneuf, j'habite Saint-Estèphe, une commune tout proche d'ici. Donc je suis conseillère régionale Nouvelle-Aquitaine pour le parti Europe Écologie Les Verts. Donc je suis la seule conseillère régionale du parti en Dordogne. Donc en ce moment je fais les 4 circonscriptions pour aller soutenir tous les candidats de la NUPS. Mais donc je suis une locale de l'étape, donc je suis vraiment ravie d'être là ce soir pour soutenir Cyril. Et du coup c'est aussi ma démarche. Aujourd'hui j'ai entendu plein de choses qui sont intéressantes. J'ai entendu des mots qui sont du style pas encouragé, méfiante, etc. Et je vous rejoins là-dessus. Je suis aussi élue locale. Hein. Je suis, pour ceux qui le savent, je suis première vice-présidente de la communauté de communes en charge du développement durable, de l'eau, de l'assainissement, etc. Je gère aussi les ordures ménagères. J'ai beaucoup de choses, beaucoup trop de mandats. Clairement, j'en ai beaucoup trop. J'espère justement que la relève va arriver. Donc, j'ai plein d'espoir quand je vous vois tous, parce qu'on a besoin de vous tous. Parce que effectivement, je pense que vous n'avez pas tort. Aujourd'hui, la politique actuelle, elle n'est pas assez proche des citoyens et on les oublie. On oublie leurs vrais besoins. Et aussi, malheureusement, je vois des choses qui ne me conviennent pas, puisque vous parliez de méfiance, et effectivement, je vois des élus qui sont méfiants par rapport à toutes ces associations qui se créent, et moi, je les vois avec... en fait, je suis ravie qu'elles se créent, parce qu'on a besoin de vous, réellement besoin de vous, parce que nous, seuls, élus, aujourd'hui, on n'est pas capable de faire tout ce que vous faites, et du coup, j'en profite, alors c'est pas le lieu, mais pour vous dire, n'hésitez pas,
N'hésitez pas à venir me voir, je ne peux pas tout solutionner, mais si je peux vous ouvrir juste une porte, je le ferai avec grand plaisir. Il y a pas mal d'associations qui le savent et qui n'hésitent pas à venir me voir. Et voilà. Et donc, en plus, je peux me permettre de le dire encore plus ce soir, je suis pas candidate, donc je ne me vends pas ce soir. C'est vraiment parce que je souhaite que vous sachiez qu'on peut vous aider, qu'il y a encore des élus malgré tout qui sont là et qui seront heureux de vous aider. Donc moi je vais faire un petit discours politique, hein. C'est pas mon truc, mais bon, je vais quand même le faire. Donc en fait voilà, notre soutien Europe Écologie Les Verts, c'est aussi pour éviter un nouveau mandat d'inaction climatique et de casse sociale. Donc Europe Écologie Les Verts s'est engagé pleinement dans la campagne des législatives aux côtés de ses partenaires de la NUPS, la nouvelle Union populaire écologique et sociale, pour faire élire une majorité de gauche et écologistes à l'Assemblée nationale. Pour nous, c'est essentiel, c'est urgent. Et donc, moi, j'ai plein d'espoir et j'espère qu'effectivement, on va pouvoir y arriver. Donc, rassembler l'union de la gauche et des écologistes peut créer la surprise et l'espoir, parce que c'est tout à fait ça. On a besoin d'espoir, les citoyens ont besoin d'espoir. On le voit, hein, c'est très important pour changer l'avenir du pays et la vie des Françaises. Aujourd'hui, pour moi, clairement, seul le programme de la NUPS répond aux besoins réels des citoyens. Et c'est pour ça aussi que je le soutiens pleinement. Des choses importantes comme le respect des accords de Paris, le passage à une agriculture 100% biologique, la rénovation thermique à grande échelle, les investissements massifs dans les énergies renouvelables, le SMIC à 1 500 € par mois, la retraite à 60 ans, le rétablissement de l'ISF, la 6e République, le maintien des services publics, ou même l'amélioration, parce qu'on est arrivé dans un état, on le disait tout à l'heure, pour l'éducation nationale, c'est catastrophique, effectivement d'avoir un professeur pour 30 enfants, c'est pas possible. Le blocage des prix sur les produits de première nécessité. Donc la NUPS défendra un programme ambitieux pour protéger le climat et réparer notre société. Dans cette union forte de ces diversités, parce qu'effectivement, hein, on nous a pas mal critiqué pour ça, mais on a réussi à s'unir. Effectivement, on est différents, mais je crois que tout le monde accepte la diversité et c'est ça notre richesse, notre diversité. On le voit aujourd'hui. Donc, nous, Europe Écologie Les Verts, hein, puisque je suis venue quand même représenter le parti, nous sommes heureux de soutenir Cyril dans sa candidature, dans son projet et donc le programme de l'Union populaire écologique et citoyenne de la 3e circonscription. Nous sommes confiants en Cyril, je suis confiante en Cyril, j'ai beaucoup entendu parler de lui parce que voilà, j'ai des proches qui le soutiennent beaucoup et dont chacun, je pense qu'il connaît bien, reconnaît les valeurs humaines et son engagement pour représenter nos combats et nos valeurs. C'est un bon candidat. Son investissement a été sans relâche pendant les présidentielles. Ça, je le sais, même si on n'était pas du même bord, enfin pas du même bord, on était quand même pas loin, mais en tout cas voilà, et ça je l'ai bien vu, et franchement on s'est rencontrés et tout, et voilà, vous pouvez être fiers de ce que vous avez fait. À l'Assemblée nationale demain, ce sera un député de conviction, un député de combat, un député au service de ses concitoyens et ses concitoyennes. Donc Cyril, je pensais que Marlène serait là, mais tant pis, nous comptons sur vous, et vous pouvez compter sur moi. Merci. Et merci à tous pour votre prise de parole. Donc je vais me présenter, je vais en profiter pour présenter du coup Marlène dans la foulée. Donc Cyril Girardot, j'ai 29 ans, je suis dirigeant fondateur d'une SCOP en Dordogne. Militant depuis l'âge de 16 ans, j'ai commencé par bloquer mon lycée contre les réformes des retraites. On va dire que c'est une constante. Donc je suis candidat sur cette 3e circonscription de la Dordogne, circonscription un petit peu immense. Je suis aussi membre du Parti ouvrier indépendant, qui a rejoint la France Insoumise dès 2017 et dont j'ai été directeur de campagne législative sur le Sarladais il y a 5 ans, justement pour la France Insoumise, et qui nous a amenés au second tour. Je vais revenir justement là sur la présentation de Marlène, donc ma suppléante, qui a 47 ans, qui est formatrice en travail social, et qui est donc elle engagée auprès de l'FI depuis 2016 dès sa création. Et elle a notamment participé à la liste régionale On est là, aux côtés de Clémence Guettet, aux dernières élections régionales. Donc c'était cette liste commune, la France Insoumise et Nouveau Parti Anticapitaliste. Et donc elle peut pas être avec nous ce soir, pour une bonne raison, c'est que chez nous, les candidats travaillent. C'est pas forcément des professionnels de la politique, et donc elle fait passer des examens à des étudiants à Poitiers. C'est un petit peu loin, et donc elle reviendra parmi nous demain, on va dire.
Donc je vais aussi vous parler de cette nouvelle union populaire, écologique et sociale, au-delà du fait que c'est le seul meeting, la seule réunion publique où vous verrez des enfants. C'est aussi un moment assez historique. C'est la première fois, que ce soit en 5e ou en 4e République, qu'un bloc de gauche arrive uni aux élections législatives. Donc c'est un moment historique qu'on vit. Ça arrive à réunir justement toute cette aile gauche du pôle écologiste, du Parti socialiste, du Parti communiste, de nous, dans toutes ses composantes, puisque l'Union populaire, sur laquelle ça s'est concentré, ça s'est recréé tout autour, comporte déjà une myriade de petits partis qui se sont cumulés autour de la France insoumise dès 2017. C'est donc une union de toute la gauche et des écologistes, et nous en sommes les seuls représentants. Mais c'est pas juste un accord électoral. On est sur un accord programmatique. On s'est engagés tous sur 650 mesures, alors donc basées autour de l'avenir en commun, le programme de Jean-Luc Mélenchon au présidentiel, mais pas que, qui a parfois été tiré justement, notamment plus à gauche, et nous avons seulement 37 mesures qui seront mises à la sagesse de l'Assemblée. Et c'est une grande nouvelle justement d'arriver dans cette 5e République à essayer de mettre déjà un petit peu de 6e République, de faire confiance à l'Assemblée, de faire confiance aux parlementaires pour choisir ce qui sera le mieux pour l'avenir de tout un pays. Et de remettre enfin un petit peu de démocratie dans tout ça. On va forcément revenir sur les services publics qui ont été évoqués, et c'est une évidence dans nos milieux ruraux. Alors au-delà d'essayer de soutenir justement tout ce qu'il y a besoin de soutenir, on va essayer de résoudre une partie du problème d'un coup. On a un objectif global de réduction donc, de ce qu'on avait appelé les déplacements contraints, en relocalisant tous ces services publics pour qu'ils soient accessibles à tous, et donc à moins de 30 minutes de transport des lieux d'habitation pour certains pôles qui sont importants, comme l'hôpital public, comme les lycées, mais pour le reste à 15 minutes de transport. C'est un objectif à long terme, il va falloir essayer de l'atteindre. Et ça concerne aussi les écoles, qu'il faudra rouvrir. Et en parlant des écoles, en effet, 29, 30 élèves par classe, c'est une blague. La moyenne européenne, c'est 19. Donc on va essayer de l'atteindre aussi et le plus rapidement possible. Et au niveau des services publics, il y a notamment une bonne partie de ces services publics qu'il va falloir aller reconquérir, notamment les régies de l'eau, ce qui nous permettra d'imposer la gratuité des premiers mètres cubes d'eau. Les réseaux de transport, ce qui nous permettra aussi de rendre gratuits les transports en commun. Les réseaux de télécommunications, en rendant, par le même principe que les premiers mètres cubes d'eau, gratuit l'accès à une petite quantité de données, ainsi que l'accès à certains sites d'intérêt général, notamment les services publics, puisque maintenant, pour pouvoir ne serait-ce que vous déclarer vos impôts, il vous faut un abonnement Internet. Le but, c'est que vous ne soyez pas contraint justement de régler cet abonnement-là. C'est aussi renationaliser la distribution du courrier afin de lutter notamment contre la sous-traitance en cascade. On en sait quelque chose vu les livraisons d'affiches, qui tarde un tout petit peu, mais surtout qui dégrade les conditions de travail et de rémunération des salariés. Et on en profitera pour renationaliser et recollectiviser les banques de détail. Ça nous permettra notamment de lutter contre le financement des industries polluantes dont ils se sont fait la spécialité ces dernières années, de lutter contre la fraude fiscale dont ils se sont fait la deuxième spécialité ces dernières années, et d'arrêter le prélèvement d'un impôt privé sur les plus pauvres, et qui est collecté depuis bien trop longtemps par ces banques. Sur une année, c'est 6,5 milliards d'euros qui sont pris sur ceux qui n'ont rien. Alors oui, nous lancerons un plan massif de 200 milliards d'euros sur 5 ans pour investir, développer l'emploi et la formation et rétablir des pôles publics dans l'énergie, le transport, la santé, les gérer démocratiquement afin de réindustrialiser le pays par des plans de filière, ce qui nous permettra d'enclencher un premier levier et une première vitesse dans cette bifurcation écologique. On garantira la gestion publique d'une liste de biens communs et de services essentiels qui seront établis par référendum afin que tous on puisse choisir de qu'est-ce qu'on a besoin réellement, qu'est-ce qui est impératif pour notre survie. On en profitera pour créer un défenseur de ces biens communs, chargé de produire et de publier un rapport annuel et surtout qui sera en capacité de saisir justement les autorités compétentes pour pouvoir imposer à l'État, aux collectivités locales, d'appliquer ces nouvelles lois. On en profitera pour empêcher le droit de propriété privée, notamment pour prévaloir sur ces protections, pour la protection de l'eau, de l'air, de l'alimentation. On revient en fait un peu à tout ce que vous avez abordé, c'est pas mal. Du vivant, de la santé et de l'énergie.
Et ainsi, nous irons en opposition totale au plan hors sol pour la ruralité qui a été proposé par Monsieur Kubert-Tafon. Un rapport dont certaines lignes sont assez édifiantes, qui propose notamment pour résoudre le problème de manque de médecins un stage d'immersion en milieu rural obligatoire pour les médecins en formation, de confier tous nos services publics à France Service et de le pérenniser dans le temps, de précariser les contrats des agents publics en les répartissant sur plusieurs communes, comme ça on pourra vraiment y aller jusqu'au bout et le répartir sur 4 ou 5 communes, de renforcer le rôle de l'ARS pour qu'il gère toutes les implantations médicales, et une petite qui est un petit peu particulière, qui me fait ma blague depuis 3 fois, parce que celle-là, si vous me trouvez le rapport avec la ruralité, je vous paye une bière. Confier aux maires et présidents d'EPCI la définition des zones touristiques ou commerciales permettant de déroger à l'obligation du repos dominical. En gros, confier le rôle aux maires de choisir si telle rue est une zone touristique et que c'est pas grave si les employés n'ont pas le droit de se reposer le dimanche. C'est la version simple. Donc le rapport avec la ruralité, on le cherche. On l'a toujours pas trouvé. C'est pas grave, c'est juste un rapport sur la ruralité de 170 pages, donc il y a 3 pages dessus quand même. Mais bon, voilà, on cherche toujours l'explication, on pourra lui demander mardi prochain lors du débat. On va donc aussi lui rappeler quelques faits par rapport à cette généralisation de France Service. 32% des adultes ont renoncé à effectuer une démarche administrative en ligne en 2021. Et la source n'est pas très opaque, c'est l'INSEE. Et ça monte à 62% chez les plus précaires. Les solutions proposées par France Service sont déplorables. Et c'est malheureusement pas à cause des salariés de France Service, puisque un ou une seule employée ne peut pas être formée sur tous les services publics et sur toutes les demandes auxquelles elle doit répondre pour les usagers. France Service a servi d'excuse pour fermer des services publics à la chaîne, pour ces néolibéraux, puisqu'à quoi bon payer le salaire de quelqu'un pour aider les gens dans leur déclaration d'impôt? À quoi bon payer le salaire des travailleurs de la CAF, de la MSA, de Pôle emploi, de la Caisse d'assurance maladie, de la Caisse d'assurance vieillesse, du ministère de la Justice, quand un seul salaire peut faire tout ça? Un employé pour 7 emplois. Précariser la société, précariser les salariés, c'est une constante et une véritable vocation pour M. Kubert-Tafon. Il est temps d'arriver à renverser cette vapeur complètement et de pouvoir mettre en application ce plan de 200 milliards qui, au regard, par exemple, simplement de l'exil fiscal, qui est 200 milliards d'euros par an, est ridicule. Dans les problèmes qui ont été évoqués dans ce collectif citoyen dont tu parlais tout à l'heure, il y avait ce problème des transports, et qui revenait régulièrement, puisqu'il y a plusieurs points justement là, dans ton document que tu m'as fait voir tout à l'heure, et nous sommes prisonniers ici de nos voitures. Et notamment parce qu'en 100 ans, le réseau ferré national a été divisé par 3. Nous sommes devenus prisonniers d'un modèle tout voiture, avec un coût à la pompe de 2 € le litre, un modèle dépassé, soutenu à plusieurs reprises depuis son explosion à la suite de la Seconde Guerre mondiale, et soutenu notamment à l'époque par les gouvernements pour permettre un redressement économique dont nous n'avons plus besoin à l'heure actuelle. Alors nous en changerons. Et même si certains éditorialistes des Échos, c'est une parution du 27 mai, vous demandent de manger moins, de vous chauffer moins, de rouler moins, tout ce qui peut encourager notre moindre dépendance au gaz et au pétrole russe doit l'être. Restaurer notre pouvoir de production est autrement prioritaire que protéger le pouvoir d'achat. Tant que vous produisez, vous n'avez pas besoin de manger, c'est une nouveauté. Ces gens-là n'ont jamais eu à choisir entre se soigner et se nourrir, se chauffer et se nourrir, se déplacer et se nourrir. Il serait temps que ces gens-là nous écoutent, parce que le peuple ne se laissera pas faire. Il l'a montré au moment des Gilets jaunes, ça recommencera. Alors non seulement nous bloquerons les prix des produits de première nécessité, que ce soit sur l'énergie ou sur l'alimentaire, parce que c'est nécessaire. Si Macron a été le président des riches, nous serons des Robins des Bois. Au-delà du simple fait de pouvoir remplir son réservoir et son frigo, nous devons sortir de ce modèle de tout voiture. D'un point de vue écologique, parce que c'est intenable, parce que le GIEC nous laisse 3 ans, et que les pollutions en production et en usage de la voiture ne seront pas tenables dans le temps. D'un point de vue social, parce que c'est l'impossibilité de se déplacer dans notre monde rural dans lequel nous vivons, notamment chez les jeunes, sans permis et ou sans moyens, que ce soit de passer le permis, d'entretenir une voiture, d'acheter une voiture, chez les seniors, en perte de capacité ou en absence de permis aussi, ou dans les mêmes conditions que les jeunes, sans les moyens d'entretenir la voiture, d'acheter la voiture, de passer le permis qui n'a jamais été passé, en situation de handicap,
Le coût d'une voiture adaptée est absolument impressionnant. Moi, j'ai de la chance, c'est que ma jambe gauche. Donc, une boîte automatique et le problème est réglé. Mais tout le monde n'a pas cette chance-là, entre guillemets. Le transport est au cœur de notre modèle social et économique. C'est ce transport public qui permettra l'accès à tous les autres services, à la vie en somme. Au fait de pouvoir aller au travail, au fait de pouvoir emmener ses enfants à l'école, au fait de pouvoir bénéficier de tous les autres services publics et de tous les commerces dont l'État doit se porter garant. Et si nous ne pourrons pas remettre des rails sur toute la France en un claquement de doigts, ce sera l'objectif à long terme. On a des gares dans tous les villages, nos anciens ont réussi à le faire. On voit les gares qui ont été soit abandonnées, soit recyclées en habitation, en usine. Donc s'ils ont su le faire, pourquoi on n'y arriverait pas? D'autant plus quand ils ont toujours cette fâcheuse manie, vous savez, d'insister. Combien ça coûte? Ben, combien ça coûte? Pour 10 km de rail, c'est 1 million d'euros. Pour 10 km de route, c'est 10 millions d'euros. Pour 10 km d'autoroute, c'est 100 millions d'euros. Alors, combien ça coûte? Donc, en attendant, et faute de mieux, il faudra permettre au peuple de retrouver ce droit fondamental, d'aller et de venir, comme c'est prévu dans la Déclaration des droits de l'homme, en mettant en place un réseau national de transport en commun, en imposant la gratuité de ceux-ci, notamment avec l'aide de bus de manière transitoire. Nous avons toujours cet objectif de rendre chaque service public accessible à moins de 15 minutes. C'est notamment au transport en commun et c'est notamment la seule solution pour conserver les jeunes ici. J'étais le mardi 24 à une réunion publique, un ciné-débat qui avait été organisé par 8 jeunes autour de leur documentaire à Nontron. Donc c'est une collaboration entre la mission locale et l'association Le Ruban Vert. Et ils parlaient tous de leurs problématiques, alors diverses, variées, notamment au niveau de la précarité, mais tous, chez tous, le transport. Parce que de toute manière, la moitié n'avait pas le permis, ça fait déjà sur 4. Sur les 4 autres qui avaient le permis, il y en avait 3 qui n'avaient pas de voiture et qui empruntaient les voitures de leurs parents. On a forcément cette problématique-là. Une seule personne mobile sur 8, sur des jeunes de 18 à 25 ans. Et il y en a un d'entre eux qui m'a dit « Moi j'ai de la chance, j'habite à la Coquille. Il y a encore une gare, 3 trains par jour. Donc une le matin à 8h, une vers midi 13h, une autour de 19h. Il va trouver un emploi avec ça. Chaque fois on m'envoie dans une usine où il n'y a pas de service de transport public ou ce genre de choses. Et le plus proche qu'on m'a proposé c'est 25 km. 25 km à pied. Voilà. 4 heures. Et il faut y aller. Faut vraiment y aller. Donc 4 heures aller, 4 heures retour. Vous vous étonnez après derrière qu'ils acceptent pas le travail et que les jeunes s'en vont. Pas de voiture, pas de moyens pour passer le permis. C'est un peu ça la ruralité pour la jeunesse. Et dans notre cas, dans cette circonscription, c'est aussi une certaine vision de la précarité et du chômage. On va reprendre les derniers chiffres qui ont été vraiment parus et publiés par l'INSEE. Sur cette circonscription, on était à 17,1% contre 14,6% au national. Depuis, on a eu quelques petits exploits au niveau du coronavirus qui est passé. Autant dire que ça a augmenté niveau national. Si on n'a pas les chiffres locaux, faut pas rêver, on n'est pas passé à côté. Ça a forcément monté. De même, le taux de chômage était à peu près de la moyenne nationale en 2018, 8,7%, mais pas chez les jeunes. Chez les jeunes, la moyenne nationale est autour de 20%. Ici, il dépasse les 25%. Et on va revenir à chaque fois sur cette impossibilité pour les jeunes de se déplacer. Parce que s'ils ne trouvent pas de travail, s'il y a du chômage, faut pas s'étonner. Sans voiture, sans transport en commun, ils peuvent tout simplement pas y aller. Tout simplement pas y aller. Donc quand vous greffez toutes ces situations, difficultés de déplacement, fermeture de services publics, un chômage qui peut clairement s'appeler un chômage systémique à ce niveau-là et qui sert le capital. À la disparition de tous ces services publics s'ajoute la perte des commerces de proximité. Boulangeries, épiceries, bars tabac se font de plus en plus rares dans les petites villes et petits villages. Cette désertification des centres-villes au bourg et au profit des grosses zones d'activité commerciale a remplacé les anciens lieux de vie par des lieux de consommation et de passage. Et c'est insuffisant pour permettre leur subsistance. Les services indispensables à la vie sont donc de plus en plus éloignés, concentrés dans des villes qui regroupent centres économiques, sociaux, culturels, institutionnels. Nombre d'habitants de ces zones rurales et ou périurbaines doivent toujours mettre plus de temps en voiture pour chaque acte de la vie quotidienne.
Et cette mobilité subie, en fait, elle est liée directement à la politique qui a été favorisée pendant ces 40 dernières années, cette politique néolibérale, qui a favorisé l'étalement urbain, la séparation des fonctions d'habitation et d'emploi, ce qui vous contraint à prendre votre voiture et à faire une demi-heure de route pour pouvoir juste aller bosser. Ces conséquences, elles sont sans appel. Les ruraux ont une espérance de vie inférieure de 2 ans aux urbains. Des dépenses de carburant qui étaient de 40% plus élevées en 2020, pas vous étonner, elles ont encore dû monter, et 40% des jeunes ruraux renoncent aux études supérieures. La liste des inégalités, elle est longue, mais comme le bras. On a des territoires qui sont complètement à l'abandon de nos politiques nationales et qui subissent du coup de plein fouet une désertification qui est complètement affolante, que ce soit au niveau des services publics et au niveau de tout le reste. Et c'est un frein à notre développement, à l'installation de nouveaux habitants. Il faudra donc mettre un frein définitif à cette fuite en avant, en remettant les transports publics, les services publics au centre de nos modèles. C'est le seul moyen de repeupler nos villages, c'est le seul moyen de sauvegarder notre système éducatif, de sauvegarder notre système de santé. C'est le seul moyen de relancer une économie de proximité, éloignée des marchés financiers et de leurs aberrations. Et pour tout ça, on devra tout d'abord refaire des communes les cellules de base de notre démocratie. Pour cela, il faudra arriver à leur rendre tout ce qu'on leur a enlevé, leur autonomie, leur pouvoir de décision, et notamment en abrogeant toutes les lois de décentralisation et en leur donnant plus de moyens humains et financiers. Dans ces lois-là, il y a la loi Pacte, notamment en tête, la loi 3DS, qui permettent justement d'arriver à enlever certaines de ces fonctions aux communes pour pouvoir les mettre aux intercommunalités, notamment. L'État se doit d'assurer de l'égal financement de toutes les communes, partout sur le territoire, ce qui n'est pas le cas actuellement. Par habitant, si on prend le coût par habitant, les subventions qui sont non, pas les subventions. Le financement des communes, je vais y arriver ce soir. Le financement des communes rurales est 2 fois moins élevé par habitant que celui des communes urbaines. Donc c'est relativement impressionnant. Il n'est pas normal de subir ça et il va être temps qu'ils comprennent complètement qu'on n'est pas des citoyens de seconde zone. C'est aussi la mise en place d'un véritable statut de l'élu qui permettrait à chacun de pouvoir s'investir pleinement dans sa mission et ça permettra de mettre en place notamment des outils qui permettront la participation, l'implication citoyenne et ça va aussi avec la rémunération correcte de l'élu. Dire qu'il est anormal de se retrouver avec un élu qui va être payé en fonction de son nombre d'habitants. Vous vous étonnez derrière que sur des communes de 80, 120, 150 habitants, personne ne trouve de maire. Il va falloir que ce soit comme tout le reste, qu'on respecte le code du travail, mais on le paye en fonction des heures qu'il fait. C'est pas compliqué, hein. Ça met du temps apparemment à germer, mais juste payer les gens quand ils bossent. Voilà. Une bonne base qu'il faudrait remettre en place. Il faudra donc redonner aux communes le rôle de cellule de base de cette démocratie locale. On reviendra notamment sur l'obligation d'appartenance des communes à des intercommunalités afin de permettre aux municipalités de changer les choses à leur échelle. Et, je le répète, il faut redonner le moyen aux communes de leur action. Il faut pouvoir assurer leur financement. Il faudra revoir donc ces critères de dotation globale de fonctionnement qui défavorisent aujourd'hui les communes rurales. On refusera les baisses de dotation aux collectivités et on garantira une dotation à hauteur des missions qui sont transférées aux collectivités. Il sera également mis fin au remplacement des dotations de l'État par des fonds d'investissement, du type de la dotation d'équipement des territoires ruraux ou contrat de ruralité. Les collectivités doivent avoir le moyen d'investir, mais également des dotations stables en fonctionnement pour leur permettre de voir les choses qui arrivent, de voir l'avenir, de pouvoir prévoir. Prévoir, c'est gouverner, enfin voilà. Il va falloir qu'ils encaissent un petit peu. Et pour que cette commune soit cette première unité de notre démocratie, il faudra changer notamment les modes d'élection et de participation à la politique locale, que ce soit en rééquilibrant les indemnités de l'élu, en fonction non pas du nombre d'habitants, mais justement du temps de travail nécessaire, en instaurant le scrutin de liste et la parité dans toutes les communes, et en poussant justement ce principe de parité jusqu'au bout, sur le binôme maire, premier adjoint, maire, première adjointe, en augmentant l'implication citoyenne dans le développement, la mise en œuvre des politiques, en étant attentif au nombre de participants, à leur genre, à leur origine sociale,
pour que toutes les voix s'expriment et que pour tous soient enfin représentés. Il faut aussi confier aux communes la responsabilité d'organiser des débats citoyens, ouverts à toutes et tous, en permettant justement cette participation du plus grand nombre et dans ce souci de diversité sociale, histoire de ne pas mettre les habitants et les habitantes des quartiers défavorisés de côté, des habitations sociales, comme ce qui se passe notamment à Nontron, où, étonnamment, Madame la maire ne les connaît pas. Alors on le répétera jamais assez, nous sommes les seuls à répondre aux besoins de la ruralité. La droite a l'habitude de se draper dans la ruralité pour la défendre, mais sans jamais comprendre ni nos problèmes ni nos revendications. Quand les services publics manquent et que nous souhaitons les ouvrir à nouveau, ils nous parlent de dettes et de pognon de dingue. Alors que c'est l'absence de services publics qui détruit nos régions rurales. Mais c'est une habitude pour ces droites. Ces néolibéraux empreints d'autoritarisme, comme ils nous l'ont montré. Quand nous n'avons plus les moyens de vivre, ces gens-là refusent d'augmenter nos salaires, d'enfin répartir les richesses produites. Ils sont les premiers à se draper de la valeur travail, alors que la seule chose qu'ils défendent ardemment, c'est la valeur capitale. Vous voulez mettre à l'honneur la valeur travail, augmenter les salaires. C'est pas plus compliqué que ça. Donc c'est un rappel. Les 12 et 19 juin, il faudra le dire tout autour de vous. Convaincre votre entourage, c'est ça la clé de ces élections. Il n'y a qu'un seul bulletin de vote. Un seul dans chaque circonscription. Comme Marilyn le rappelait, on n'est pas tout seul en Dordogne. Il y a Pascal Martin sur Périgueux. Il y a Sébastien Pétavi sur la 4e. Et il y a Michel Roux sur la 2e de Bergerac. C'est un bulletin pour la retraite à 60 ans. C'est un bulletin pour le SMIC à 1 500 €. C'est un bulletin pour exterminer la pauvreté. C'est un bulletin pour mettre en place et planifier la bifurcation écologique. C'est un bulletin pour enfin faire revivre nos territoires ruraux. Et un bulletin pour placer Jean-Luc Mélenchon en tant que Premier ministre, parce qu'on y croit. C'est ce bulletin avec le V. Donc ici, il porte le nom de ma suppléante, Marlène Marty, et le mien, Cyril Girardot. Les effets ne seront pas immédiats et on aura besoin de vous. Dans la rue, à nos côtés, dans toutes les méthodes de participation citoyenne qui pourront être inventées avec vous. Mais on va mettre en marche cette machine, changer nos vies, et faire mentir ce dogme capitaliste selon lequel il n'y a aucune alternative. Alors je vais citer quelqu'un, il n'y a qu'une seule façon de tuer le capitalisme, des impôts, et toujours des impôts. Karl Marx avait pas tout anticipé, il y a des impôts, et nous. Cette belle nouvelle union populaire, écologique et sociale. Merci. Changer de base, nous ne sommes rien, soyons tous